Nouvelle édition d'information sur Eden Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Voici les titres du journal. Publication d'un nouveau rapport d'Amnesty International. Le document présente l'état des condamnations à mort et exécutions dans le monde en 2017. Il a été présenté ce jeudi à Cotonou par l'antenne béninoise de l'organisation. À suivre dans ce journal, Serge Ahissou à la CITES, Société des industries textiles de l'Okossa. Le ministre des Industries et du Commerce du Bénin y est allé ce 12 avril dans le cadre d'une tournée. Que retenir de cette visite? La réponse avec Jonas Bouchi dans ce journal. Et puis début ce vendredi du sommet des Amériques, il se déroule à Lima au Pérou. Il réunit des chefs d'État et de gouvernement de la région pour préoccupé bien évidemment par les scandales de corruption et de tensions politiques au Venezuela. Grand absent à ce rendez-vous, Donald Trump resté au pays pour s'occuper des problèmes syriens. Bienvenue à nouveau. Je vous en parlais en titre. Amnesty International publie un nouveau rapport. Il porte sur les condamnations à mort et les exécutions dans le monde en 2017, devrais-je dire. Le document a été présenté ce jeudi à Cotonou, au Bénin, par son antenne béninoise. Le rapport reconnaît les efforts du pays en matière de commutation de peine et de condamnation à mort. Il recommande également au Bénin de renforcer son action relative au respect du droit de la vie. Le rapport 2017 d'Amnesty International sur les condamnations à mort et exécutions révèle tout de même les avancées sur le sujet de l'abolition de la peine de mort, notamment en Afrique subsaharienne, où la Guinée a rejoint le rang des pays abolitionnistes. Je vous invite à présent à suivre un extrait du directeur exécutif d'Amnesty International, Bénin. Nous sommes en joie parce que, comme vous le savez, le 21 février 2018, le gouvernement béninois a commué la peine des 14 condamnés à mort, finalisant ainsi le processus d'abolition. Mais pour notre pays, les défis restent encore majeurs. Les défis majeurs, c'est-à-dire que l'objectif d'être un État moderne en termes de respect du droit à la vie reste encore à concrétiser. En ce qui concerne la torture, nous sommes en plaidoyer pour demander au Bénin d'aller au-delà de la commutation donc des peines de mort pour pouvoir réellement, dans le prochain code pénal, criminaliser la torture et criminaliser la vindicte populaire. Nous avons constaté à travers ce rapport que l'Afrique subsaharienne a fait un bond qualitatif parce que nous sommes à peu près aujourd'hui sur 20 États qui ont définitivement aboli pour tous les crimes la peine de mort en Afrique subsaharienne. Nous avons moins d'exécutions en 2017. On a autour de 993 exécutions alors qu'en 2016 nous avions 1032 exécutions. Au niveau des condamnations, nous avons aussi connu des avancées notables parce qu'on était autour de 3100 l'année dernière. On n'en est qu'autour de 2600 à peu près pour 2017. Pourtant, il reste quelques zones d'inquiétude. Nous avons comme inquiétude certains pays dans lesquels, malgré le recul global des statistiques sur les exécutions et les condamnations, dans ces pays, le phénomène a doublé. C'est le cas par exemple de la Palestine, c'est le cas par exemple de la Somalie, c'est le cas par exemple du Singapour. Donc il y a ces inquiétudes qui nous rappellent que tant qu'un seul individu va rester encore menacé dans son droit à la vie par l'État censé le protéger, nous avons toujours du pain sur la planche, mais l'espoir est permis. Du droit et après le droit, maintenant abordons la politique. On continue de parler de la première session ordinaire de l'année 2018 à l'Assemblée nationale du Bénin. Ce jeudi, ce sont des questions d'actualité qui ont été évoquées au Parlement, telles celles relatives au rapport qui existe entre la société SGI Bénin et le chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon et le choix d'un mandataire pour la gestion du port autonome de Cotonou. Écoutez le ministre d'État chargé du plan et du développement sur le sujet, propos recueillis par Ahmed Didier Penoudi et Romaric Devauchy. La SGI Bénin a été créée en 1996. La SGI Bénin a été créée en 1996.
Nous poursuivons ce point de l'actualité. Nous reviendrons plus tard sur cette information, rassurez-vous. Et cette fois-ci, nous gagnons les rues de Cotonou. Cela ne vous aura pas échappé. On note une sorte de recrudescence de manifestations politiques. Meetings, congrès, ce sont des activités qui retiennent beaucoup l'attention. Mais comment expliquer la multiplicité de ces activités? Qu'en disent les citoyens béninois? Suivez plutôt. Ça se passe comme ça au Bénin et l'expérience ou bien pas le passé, nous avons constaté toujours que lorsque ces moments historiques viennent, les politiciens se préparent pour pouvoir maintenir ou bien se faire élire. Donc tel est le constat que nous faisons actuellement. Les hommes politiques sont toujours ceux qui sont. Ils ont demeuré ceux qui sont toujours. Car c'est toujours à l'approche des élections qu'on les voit à l'œuvre. Juste après les élections, ils se rangent dans les propres tanières sans avoir souci de la population qui les a portés au pouvoir. Donc c'est pour chercher l'électorat que ces meetings déjà se foisonnent un peu dans les coins de notre pays. Après, pour avoir l'électorat, et une fois avoir l'électorat, ils sont portés au pouvoir, ils ne pensent plus à la population. C'est comme pour le dire, les élections présidentielles passées, aujourd'hui, vous sentez comment la morosité économique frappe le pays, tout le pays. Voilà un peu ce à quoi nous sommes confrontés, nous les populations. Et en tant que jeunes, j'exhorte mes frères jeunes à ne pas vraiment se livrer à ces jeux d'intérêt des hommes politiques. Cette année, on constate qu'il y a beaucoup de meetings politiques qui s'observent dans le pays. Et souvent, c'est à la veille des élections que l'on constate ces genres de choses. Et moi, je me sens un peu gêné parce que souvent, d'abord, il y a trop de partis politiques au Bénin. Et on ne sait plus à quoi ça sert, cette multiplicité de partis politiques. Je constate que c'est rien que pour l'intérêt personnel. Parce que ces partis politiques ne pensent pas à la nation. Ces dirigeants pensent à eux-mêmes. Donc, moi, je ne pense pas que ces meetings qui se multiplient ces temps-ci soit pour l'intérêt général, mais plutôt pour l'intérêt personnel. On ne peut pas ne pas avoir un dirigeant à la tête du pays ou bien au Parlement. Donc, cela, c'est la bienvenue. Et il faut que l'on se prépare. On ne peut pas se lever un beau matin, dire qu'on va faire les élections. Il faut que ça se prépare. Donc, je pense que c'est de bonne guerre. L'essentiel, c'est que tous ceux qui seront élus soient des gens vraiment qui soient à mesure de défendre la cause des Béninois. Sauvegarder l'intérêt général du peuple béninois que nous cherchons tous les jours. Autre volet maintenant, les centrales et confédérations syndicales ne parlent plus de la même voix. Vous l'aurez remarqué depuis quelques semaines, alors que certaines ont annoncé la suspension du mouvement de grève entamé depuis 3 mois. Eh bien, dans plusieurs secteurs d'activité tels que l'éducation, la santé et autres, eh bien d'autres comptent bien poursuivre le débrayage et rejettent la responsabilité d'une probable année blanche. Alors, qu'est-ce qui motive? Sinon, qu'est-ce qui a motivé la levée de motion de grève de la CGTB, de la CSA Bénin, de la CESUB, et qu'est-ce qui fonde le jusqu'au-boutisme de la CSTB, de l'UNSTB, de la COSI Bénin? La réponse se trouve bien évidemment au cœur de ce reportage signé de Fréjus Seblan. Grève entamée le 16 janvier par les 7 centrales syndicales a du plomb dans l'aile. Désormais, 2 camps s'affrontent. La CGTB, la CSA et la CESUB ont rejoint ce 9 avril la CSPIB qui a levé sa motion de grève. Pourquoi? Moudachir Bachabi, secrétaire général de la CGTB du camp des centrales tassées de patriotes, explique. La communauté nationale a commencé par se préoccuper du sort. Vous avez vu un peu le balai de médiation, tout ce qu'il y a eu autour, et les efforts de diabolisation dont nous étions l'objet. À partir de ce moment-là, et que vous êtes responsable, vous devez travailler à ne pas lasser l'opinion publique. Vous devez travailler à faire en sorte que la protection des affiliés qui est aujourd'hui au cœur de l'action syndicale, vous puissiez les exercer au maximum pour prémunir, disons, vos affiliés contre les affres d'un pouvoir, je le dis, qui ne sait pas, qui ne connaît pas la valeur du dialogue et qui ne sait pas non plus avoir des propos qui permettent d'échanger avec le serein. Dans l'ambiance actuelle,
nous étions en train là de préparer un chaos pour le peuple si nous acceptons de continuer dans le jeu du gouvernement. Il fallait donc arrêter. Résultat d'une pression gouvernementale, réplique le camp des centrales syndicales qui poursuivent la grève, UNSTB, COSI Bénin et CSTB. On comprend pourquoi le pouvoir n'a pas satisfait. Il courait pour démarcher, pour diviser les syndicats, pour casser les syndicats, pour que certains arrêtent. Et il se disait qu'à tout moment que ça pouvait marcher. Et effectivement, il a pu obtenir que des gens suspendent. Nous connaissons les retentions de salaire en février, défalcation. En mars aussi, c'est confiscation de salaire et même défalcation pour certains. Et jusqu'aujourd'hui même, je vous assure qu'il y a certains qui n'ont même pas encore eu leur salaire. On ne sait pas ce qui se passe. Les salaires sont confisqués jusqu'aujourd'hui. Dans ces conditions, que voulez-vous qu'on fasse? On ne peut pas arrêter. Le mouvement de débrayage ne s'est pas en effet arrêté après le constat fait sur le terrain. Vous avez suivi hier, à Kandi, un peu partout, dans tout le Bénin, à Comé, des assemblées générales pour désavouer cette motion de suspension, pour dire que c'est une provocation, c'est une injure pour les travailleurs en général et pour les enseignants, les agents de santé, les magistrats en particulier. L'UNSTB, la COSI Bénin et la CSTB, naturellement, poursuivent le combat et félicitent les travailleurs qui, hier, vous avez constaté sur le terrain, le mouvement est toujours massivement suivi. Un désaveu pour les centrales patriotes. Vous êtes pessimiste? Nous, on est convaincus que les gens vont reprendre. Ils vont reprendre parce qu'ils comprendront que notre analyse est juste. Ils comprendront que ce que nous avons fait, c'est d'abord et avant tout pour les protéger, pour protéger le droit syndical, pour que ce peuple-là ne vive pas un chaos qu'il ne mérite pas. Un chaos comme une année blanche dans le secteur de l'éducation. La CSTB et ses pairs sont-ils alors les jusqu'au-boutistes? Mais on parle de jusqu'au-boutisme quand, lorsque le gouvernement satisfait certaines revendications, satisfait d'autres, satisfait une bonne partie, et vous dites, si vous ne réglez pas tous les problèmes, on ne peut pas s'arrêter. C'est là on pourrait dire qu'on est jusqu'au boutiste. Le gouvernement fait la ruse et finalement la rage. Aucun point de tout ce que j'ai cité là n'a été pris en compte. Pour la CGTB, la suspension ne vaut pas une capitulation. Nous avons un plan pour le règlement des problèmes qui se posent. Et ce plan-là, nous allons le dévoiler parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler avec le gouvernement qui est le nôtre là. Ce gouvernement n'a pas le cœur qu'il faut, n'a pas la volonté d'accompagner et nous devons en tenir compte dans l'utilisation de nos moyens de lutte. Si elles s'accordent toutes sur la non-satisfaction de leurs revendications, les centrales syndicales sont désormais divisées 4 contre 3 sur les moyens de lutte. Économie maintenant, le ministre de l'Industrie et du Commerce a visité ce jeudi 12 avril 2018 la Société des industries textiles de l'Okossa. C'était lors d'une tournée nationale que le ministre Serge Ahissou est descendu dans cette structure qu'est la CITES. Que retenir de la situation actuelle de la CITES et quelles sont les chances de survie de cette société sous ce régime? Jonas Bouchi nous répond. Elle a démarré ses activités en 1987 et a fait la gloire de la ville de l'Okossa dans les années 90. En 2002, elle est plongée dans une crise qui a conduit à sa fermeture en 2004. Réouverte en 2005 avec environ 260 ouvriers, elle n'existe aujourd'hui que de nom. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de la CITES de l'Okossa, une usine où règne en ces moments un silence de cimetière. Et pour cause, la CITES a d'énormes difficultés actuellement et est en situation difficile avec la SBE qui nous a isolés le mercredi passé. L'énergie électrique, c'est la grande inconnue d'une équation paramétrique qu'est devenue la reprise des activités à la CITES de l'Okossa. Depuis le déclin de cette usine, plusieurs gouvernements se sont succédés sans pouvoir résoudre cette équation. Le problème fondamental même, c'est la SBE. On donne courant. Si on trouve quelque chose, on paye, on nous remet le courant. 2 mois après, on nous retire le courant. Lorsque nous travaillons à plein temps, nous avons une consommation courante qui est de 25 millions d'environ. Et SBE demande qu'on paye 26 millions en plus, ça fait 51 millions. Avec quel chiffre d'affaires si on ne travaille pas de façon continue? Ça là, c'est impossible. C'est impossible. Par exemple, avant qu'on nous retire le courant maintenant, on a dit de payer 26 millions d'années. On a payé la consommation courante finie. On a dit de payer 26 millions. On a essayé de payer 11 millions dedans.
sur 13 millions de recettes en ce moment-là. Le personnel même a accepté qu'on ne nous paye pas salaire, mais qu'on ait le courant. Et l'administration a payé 11 millions sur les 13 millions que nous avons dans le compte. Chose étonnante, autant la CITES doit à la SBEE, autant l'État lui doit le reversement de la TVA. À cela s'ajoute l'accommodation des équipements aux normes actuelles pour plus de compétitivité sur le marché. Un véritable méli-mélo qui étouffe le personnel et les responsables de l'usine. La CITES a deux autres difficultés essentielles que sont l'impossibilité à la date d'aujourd'hui de pouvoir rentrer dans ces crédits d'impôt TVA qui s'établissent à plus de 472 millions. De plus en plus, le marché aujourd'hui ne demande plus de tissu de largeur 127 cm. La conséquence nous oblige à envisager d'élargir les laisses de nos métiers. Nous souffrons trop. Nous avons des arriérés de salaire que nous ne prenons pas parce qu'effectivement, il n'y a pas de moyens. Nous-mêmes, nous constatons qu'il n'y a pas de moyens. Si vraiment quelque chose est possible pour nous, là, la tête de nos enfants et de nos parents, il faut le reconnaître. Nous souhaitons vivement, et c'est le vœu de toute la population de Lokossa, que la CITES reprenne vie. C'est notre souhait. Les jeunes sont au chômage. Avant, quand vous sortez, vous souriez en même temps que vraiment il y a d'usine à Lokossa. Mais aujourd'hui, non, c'est triste. Toutefois, le directeur général de la CITES ne capitule pas. Il fait tout de son mieux pour ne pas endosser la responsabilité de celui qui aurait conduit cette usine à la ruine. Mais le fondamental ici est à qui vendre aujourd'hui. Et c'est pour ça que la CITES a repris langue avec certains clients, SICAM du Cameroun, EPG du Tchad. Et ces deux, aujourd'hui, prennent l'engagement de faire des avances sur commande qui permettraient aussi bien de s'approvisionner en coton que d'être en règle vis-à-vis de la SBE pour la continuité de l'exploitation. Mais il faut dire qu'aucune des solutions envisagées ne pourrait aboutir sans l'intervention de l'État. Les pistes de réflexion qui ont été élaborées sont les suivantes. Le premier, nous nous sommes dit, l'État propriétaire a la latitude de se désengager de l'entreprise. L'État peut également envisager la recapitalisation de l'entreprise. J'ai entendu ici qu'il y a plusieurs études en instance comme proposition de solution. Je pense que ces études, nous allons peut-être les revoir. S'il y a lieu d'actualiser ces études, nous allons le faire avec toutes les compétences requises et nous allons présenter de nouveau ces plans de sortie à l'autorité. Combler l'espoir des populations du Mono par la reprise des activités à la CITES de Lokossa, ce serait un exploit pour le gouvernement du nouveau départ. Chapitre environnement maintenant, l'atelier de validation d'études d'impact environnemental et social des plans d'aménagement forestier dans les communes de Savé, Chaourou, Ouessé, Dassazoumé et Glazoué a démarré ce mercredi à la salle de conférence de l'Agence béninoise pour l'environnement ABE. Un atelier de 3 jours dont la cérémonie de lancement a été présidée par les cadres du ministère du cadre de vie et du directeur de l'Agence béninoise pour l'environnement. Corneille Aïssé pour le compte rendu. Déclare ouvert cet atelier de validation des rapports d'études d'impact environnemental et social des plans d'aménagement forestier sur 300 000 hectares dans l'espace Coformo qui se trouve dans les communes de Savé, Chaourou, Ouessé, Dassazoumé et Glazoué. C'est le directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement, le docteur François Corneille Kedouide, qui a lancé les travaux de l'atelier de validation d'études d'impact environnemental et social de cet important projet d'aménagement forestier dans plusieurs communes du Bénin. Une rencontre qui a réuni les cadres experts consultants en évaluation environnementale, représentants du ministère du cadre de vie, de l'Agence béninoise pour l'environnement et des communes concernées. L'objectif est d'évaluer et amender le rapport d'études d'impact environnemental pour ce projet qui va contribuer à l'amélioration du couvert forestier dans les communes de Savé, Tiaourou, Ouessé, Dassazouma et Glazoué. Un tel projet présente des impacts sur les composantes naturelles et humaines de l'environnement. Et pour se conformer aux normes d'études d'impact nationales
et les normes de la Banque mondiale en matière d'aménagement forestier. La présente étude a été réalisée afin que soient mises en place les mesures de prévention appropriées visant à minimiser les impacts négatifs potentiels et à maximiser les impacts positifs potentiels. Présenter les rapports du bureau d'études, faire le point des visites effectuées sur les sites du projet, amender et finaliser les plans de gestion environnementale et sociale et adopter enfin le rapport de l'atelier sont les travaux effectués pendant les 3 jours de cette rencontre. La seule manière pour les bureaux d'études de se vendre, ce n'est pas de se faire connaître par ci ou ça. C'est la qualité de leurs rapports. Puisque ça sera lu ici et là. Et si le rapport est lu ici et là, d'autres promoteurs leur feront appel parce que, à cause du sérieux dans la rédaction, dans les rapports qu'ils fournissent. Le rôle de la commission, c'est de dépouiller le document, faire ressortir des insuffisances et de faire des propositions pour son amélioration et de travailler surtout sur le plan de gestion environnementale et sociale pour sortir un plan de gestion environnementale et sociale bien affiné. Et c'est ce plan qui sera adressé par la BE au ministre en charge de l'environnement, le ministre du cadre de vie, qui va prendre le certificat de conformité environnementale pour chaque plan d'aménagement. Le projet d'étude d'impact environnemental et social est une exigence de la loi cadre sur l'environnement et permet une prise en compte des préoccupations environnementales dans les politiques, stratégies et projets de développement. Parlons toujours environnement, mais cette fois-ci de l'assainissement de la ville de Cotonou. Le gouvernement de Patrice Talon a lancé le projet de modernisation de la gestion des déchets solides et ménagers dans le Grand Nokoué, constitué pour la majorité des sachets non biodégradables. Eh bien, ces ordures sont convoyées au centre d'enfouissement de Ouessé dans la commune de Ouida, et ceci sans aucun tri. Le système utilisé est-il conforme aux règles environnementales internationales? Antoinette Sagbo a essayé de comprendre la manière dont se fait la gestion de ces déchets solides et ménagers à Cotonou. Suivez ce magazine pour vous en convaincre. Environ 750 tonnes de déchets solides et ménagers sont produits tous les jours dans la ville de Cotonou. De la pré-collecte à l'élimination définitive de ces ordures, en passant par la collecte et le transport, la gestion des déchets solides et ménagers constitue une filière très complexe. Ce quartier est souvent inondé et les habitants de Védocor sont sous la menace d'eau. Le patron de cet atelier de mécanique nous a demandé de venir déverser les déchets pour boucher le bas-fond. C'est une mauvaise pratique car on retrouve dans les ordures toutes sortes d'objets dangereux. La méthode de pré-collecte des déchets adoptée par la municipalité de Cotonou serait-elle défaillante? Aujourd'hui, dans les pays qui nous entourent, comme au Rwanda où les gens en font expérience, les déchets constituent des matières premières. La manière dont nous gérons les déchets ne garantit pas le bien-être à la génération future. Parce que nous voyons aujourd'hui une gestion qui prend en charge la collecte, le transport et l'enfouissement. Quant au directeur adjoint des services techniques à la mairie de Cotonou, Mesme Yehou, se défend. Je crois que le problème que nous avons rencontré récemment, c'est la non-disponibilité des points de regroupement. Et les ONG n'avaient plus de lieu où déverser les déchets. Aujourd'hui, tous les points de regroupement ont été construits, modernisés, avec des bacs, des conteneurs assez modernes. Et aujourd'hui, personne ne peut plus se plaindre, disons, des difficultés à aller sur les points de regroupement. Cependant, certains ménages se plaignent du coût de l'enlèvement des déchets. Entre-temps, on payait 2000 francs. Il semble qu'il y a eu une augmentation. Je n'étais pas du tout d'accord. Sur l'impôt général, la mairie nous prend 6 000 francs annuellement. Vous voyez? Et l'ONG prend ce qu'elle prend. Alors quand on fait le point là, ça veut dire que je dépense près de 24 000 francs par an pour l'enlèvement de ces ordures-là. Pour donc lutter contre les dépotoirs sauvages d'ordures, les déchets solides et ménagers sont convoyés dans le centre d'enfouissement sanitaire à Ouessé, dans la commune de Ouida. Ce lieu d'enfouissement répond-il aux normes environnementales? La ville de Cotonou n'offrait pas les possibilités hydrographiques, topographiques pour accueillir un tel centre. Donc il fallait trouver une zone un peu plus reculée de la ville de Cotonou
pour accueillir ce centre-là. Et Ouessé était la zone qui était appropriée sur le plan du sol et sur le plan hydrographique pour accueillir le lieu d'enfouissement sanitaire de Ouessé. Une étude d'impact sur l'environnement a été menée. Il y a une audience publique aussi qui a été réalisée pour recueillir l'avis des populations par rapport à la mise en œuvre de ce projet. Les résultats étaient mitigés. Le choix par rapport à la technologie utilisée, ce n'est pas un choix qui a été identifié par l'Agence béninoise pour l'environnement. C'est un choix du promoteur. Un espace de 80 hectares est donc réservé à Ouessé pour accueillir les déchets. Comment se fait cet enfouissement? Il y a l'étalement, il y a la densification et il y a le recouvrement qui constitue le système d'enfouissement. Mais ces déchets ne subissent pas de tri à la base, à la source. Et c'est tout qui est déversé au niveau de ces cellules. Il y a de temps en temps des prélèvements pour vérifier la qualité physico-chimique et bactériologique de ces eaux. Il y a aussi des mesures phytosanitaires. Mais les ouvriers qui travaillent sur le site portent des équipements de protection individuelle et sont assujettis périodiquement à des visites médicales pour qu'on contrôle l'état de santé des acteurs du système de gestion des déchets sur le site. Quelle doit donc être la nouvelle stratégie pour contrôler et assainir le milieu urbain? En réalité, les déchets sont des richesses. Donc, on doit valoriser aujourd'hui les fractions valorisables de ces déchets. Les plastiques, les ferrailles, les bouteilles, on va les valoriser. Parce que dans le cadre de la modernisation des déchets, on aura des centres de tri-compostage, ce qui permettra de valorisation énergétique. On aura le compost, on aura de l'énergie. Faire le tri des déchets solides et ménagers, les transformer à d'autres fins économiques permettrait de réduire l'insalubrité dans la ville de Cotonou. Et pour mettre un terme à ce journal, rendons-nous maintenant au-delà des frontières du continent africain. Des chefs d'État et de gouvernement des Amériques ont débuté leur sommet ce vendredi. Il réunit à Lima au Pérou des dirigeants de la région préoccupés par les scandales de corruption et la tension politique au Venezuela. Grand absent à ce rendez-vous, Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, resté à Washington pour gérer les problèmes syriens. Voilà. C'est ici que prend fin ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV et prenez du plaisir à suivre nos programmes.